the last leg of our journey, c'est ce qu'on a parlé. Et donc, c'est une partie qui sera pas mal focalisée sur les définitions, mais on peut évidemment revenir sur n'importe quelle notion dont il a été question. J'introduirai, comme je vous l'avais annoncé, assez peu de notions de base de linguistique, puisque tout a été fait au début du cours. Avant que je commence par rapport à ce qu'on a vu hier, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Non, tout va bien. Donc, interrompez-moi n'importe quand, posez des questions. On a le temps. J'ai prévu de consacrer pas mal de temps à de l'analyse ou de la discussion ou des échanges autour de la définition, parce que la définition, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a un peu de théorie qu'on peut mettre dessus, et même elle est importante, cette théorisation, mais c'est vraiment de la pratique, la définition aussi. Donc c'est mieux qu'il y ait des échanges. On peut parler de n'importe quelle unité lexicale qui vous a posé problème à un moment sur le français plutôt. Bon, on peut travailler sur d'autres langues, mais évidemment, comme un programme de français, ça peut être plus rigolo de faire sur le français. Donc, je commence d'abord sur ce qu'on peut appeler la théorie de la définition avec un certain type de définition, parce que comme dans le reste de l'enseignement qu'on a là, comme je vous ai dit, je ne vous fais pas un état de l'art de tout ce qui existe, etc., etc. Il y a des très bons articles pour toutes sortes d'états de l'art, et je pense que c'est plus intéressant que vous profitiez de ma présence pour que je me focalise sur des propositions que j'ai à faire, sur lesquelles on a travaillé, qu'on a développé, où je peux vous donner quelque chose d'un peu original et on peut échanger directement. Donc pour les définitions, je vous propose une théorisation de la définition, mais on ne va pas passer en revue tout ce qui a été écrit et dit sur les définitions. Il me semble que c'est bien déjà de regarder ce que moi je considère être une bonne façon de définir. Et là, c'est pas très exotique dans le milieu de la lexicologie. En fait, la façon dont on définit dans l'approche de la lexicologie explicative et combinatoire, c'est très très compatible avec les standards existants. Donc c'est pas comme, par exemple, quand on parle de l'utilisation des fonctions lexicales pour modéliser les liens paradigmatiques et syntagmatiques, ça c'est très spécifique. Nos définitions, n'importe qui fait de la lexicologie, lexicographie en faisant de la définition, voit immédiatement de quoi il s'agit. Donc c'est ça, pour construire des définitions, en fait, ce qu'il faut bien comprendre quand on n'a pas l'habitude de définir dans un contexte lexicographique ou autre, ou terminographique, etc., ça suit des principes méthodologiques qu'il faut mettre noir sur blanc d'une façon ou d'une autre. Par exemple, après être arrivé à Nancy, j'ai mis la main sur un document qui était perdu quelque part dans les archives. En fait, c'est une ancienne lexicographe du TLF, Geneviève Fléchon, qui m'avait dit avant de partir à la retraite, je te donne plein de documents. Ça, c'est intéressant. Et c'est un truc qui s'appelle le cahier des normes. Donc, du coup, d'ailleurs, comme j'avais signalé ça à la direction de la TIF, ils sont en train de réunir un peu partout tous les bouts des cahiers des normes qu'ils peuvent retrouver, le numériser, et normalement, ça devrait être disponible. Donc, de voir. En fait, c'est une sorte de série ou de collection de rapports techniques pour l'équipe du TLF, du Trésor de la langue française, avec des directives sur comment procéder pour les différents types d'informations qu'on met dans le dictionnaire. Donc c'est intéressant de regarder. C'est Quemada qui, à son arrivée à la direction du TLF, donc à peu près à la moitié du projet, vous savez qu'il a duré en tout presque 40 ans, a réuni des lexicologues, des linguistes français, essentiellement. Bon, il y a peut-être des Suisses, des Belges, je ne sais pas, mais enfin, c'était pas très international et c'était très focalisé sur la langue française elle-même, mais pour donc mettre au point des normes de rédaction pour s'assurer que les lexicographes suivent les mêmes principes. Et parmi ces normes, il y a une partie des cahiers, c'est pas énorme, mais c'est intéressant, qui traite de la définition
avec une catégorisation des différents types de définitions qu'ils utilisent, etc. Et quand on regarde ça, c'est très transparent vis-à-vis de ce dont on va parler aujourd'hui. C'est vraiment une norme, pas universelle, mais un peu presque au niveau de la définition. Donc notamment, pour mes cours de lexicographie, etc., je distribue ça aux étudiants parce que ça se lit directement et c'est assez linguistique, en fait. Donc ça, il faut des principes. Alors il y a des principes théoriques et en théorie aussi des principes méthodologiques. Donc comment on procède, quelles sont les étapes pour faire une définition par exemple. Et je me suis inspiré un peu de nos méthodes pour par exemple introduire la notion de définition dans mon manuel où je propose des étapes. On commence par ça, on commence par ça, on commence par ça. Et en fait, il y a 4-5 étapes qui sont à peu près toujours les mêmes, que même quand on improvise dans sa tête une définition, on doit passer par ces étapes. Éventuellement très 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 rapidement, là, presque instantanément, mais il faut passer par ces étapes, sinon on ne sait pas trop où on s'en va. Et pour les projets sur le réseau lexical du français, etc., on a rédigé au démarrage du projet, notamment pour uniformiser le travail de l'équipe, comme on doit faire dans tout projet lexicographique, c'est vraiment très important. On a fait une série de petits documents très courts qu'on appelait les mémos RLF, pour Réseau lexical du français, sur des thèmes spécifiques, et donc notamment un mémo RLF sur la définition, sur des problèmes par exemple. J'avais fait comme il y a beaucoup de confusion il y a toujours beaucoup de confusion au niveau des verbes pronominaux en français. En réalité, la solution est très simple, mais c'est comme si tout le monde a besoin de gérer les verbes pronominaux. C'est très important dans le lexique et la grammaire du français, mais on dirait que c'est pas enseigné ou pas bien enseigné. En collaborant par exemple avec des enseignants du primaire et du secondaire de français, c'était une des questions qu'ils avaient. Oui, mais les verbes pronominaux, en fait, on ne comprend pas bien de quoi il s'agit. Donc j'avais fait un petit mémo sur les verbes pronominaux, qu'est-ce que c'est quoi la différence entre une forme pronominale et un verbe pronominal. Et en fait, c'est très utile, parce qu'une fois qu'on utilise ça, on sait où on s'en va. Si ça vous intéresse, on peut faire un micro-sous-cours dans 15 minutes sur les verbes pronominaux, parce que pour le français, c'est tellement fondamental. C'est une des caractéristiques de pas mal de langues romanes, notamment. Donc on a en espagnol des verbes pronominaux, mais ils se comportent morphologiquement différemment. Et par exemple, en anglais, il n'y a pas de verbes pronominaux. Donc je ne sais pas en marathi s'il y a des verbes pronominaux ou l'équivalent, mais c'est très très typique en fait de certaines familles de langues. Donc ça c'est important, et si vous avez des projets qui soient terminographiques ou lexicographiques, etc., même s'il s'agit de petits vocabulaires que vous construisez, il faut mettre ces principes noir sur blanc. S'il y a des principes que vous prenez directement d'ailleurs, vous faites référence à ces documents. Mais il faut qu'il y ait un cahier des charges. Okay, c'est super important. Parce que en lexicologie, lexicographie, size matters. C'est pas la même chose de décrire 2 unités lexicales ou d'en décrire 1000, 10 000, etc. Donc beaucoup de gens parlent de lexicologie, lexicographie, mais ils n'ont jamais fait un article lexicographique de leur vie, ou ils en ont fait 1 ou 2. Mais c'est vraiment quand ça prend du temps, mais c'est quand on en a fait quand même plusieurs centaines qu'on commence à avoir une espèce de développer une sorte de craft. Il n'y a pas vraiment d'équivalent en français de craft. Donc entre la technique, l'art de faire quelque chose, et donc la quantité est importante, et ces documents-là aident beaucoup, notamment dans la phase d'apprentissage et de formation de gens qui vont être impliqués dans de la description. Donc c'est important aussi, c'est pas très politically correct, mais il y a des bonnes définitions, des mauvaises définitions, puis des définitions un peu bancales qu'on peut améliorer. Donc, il ne faut pas hésiter à le dire. Et par exemple, j'utilise certaines définitions de dictionnaire, des fois en montrant des erreurs ou n'importe quoi. Mais il faut être clair que
tous les dictionnaires que j'utilise, c'est des très bons dictionnaires. Donc le Robert, le Larousse en ligne, c'est des super dictionnaires. Et puis, ils ont vraiment fait le travail. Ça veut dire qu'il y a des milliers de définitions. Alors évidemment, c'est facile de prendre une ou deux définitions, de s'arranger pour qu'elles soient super bonnes et dire, voilà, ça c'est... Et je sais faire des définitions. Mais quand on doit en faire 10 000, 20 000, 30 000, ben, c'est une autre histoire. Et donc là, en gros, on peut dire que même pour nous qui avons fait beaucoup de descriptions, au niveau de la définition, on est très en retard par manque de main-d'œuvre, si on peut dire main-d'œuvre. Et donc, ils sont out of our league, très clairement. Donc, quand il y a des critiques, ce n'est pas des critiques de ce dictionnaire en général. Ils sont très bons, mais c'est hyper facile dans une description lexicographique de prendre un point de description et dire là, ça ne va pas. Okay? Parce que quand on fait des milliers et des milliers et des milliers d'entrées d'informations, ben, on fait des erreurs, il y a des incohérences, c'est nécessaire. Il faut essayer de les limiter, mais elles sont là. Donc ça invalide pas, hein. J'insiste parce que c'est trop facile de descendre le travail de n'importe qui, de n'importe quel lexicographe dans un dictionnaire. C'est pas du tout le propos, c'est que eux-mêmes, tous ces très bons lexicographes qui ont travaillé là, bah, eux-mêmes, s'ils voient ça et qu'on en discute, évidemment, ils vont dire « ouais, il y a quelque chose qui ne va pas ici ». Donc c'est juste, on fait des erreurs. C'est normal de faire des erreurs quand on fait beaucoup de travail. Donc, il faut apprendre à faire de bonnes définitions. J'espère participer à ça. Bah, peut-être qu'il y a d'excellentes définisseuses S1 de définir ou définisseurs déjà ici. Donc, il ne faut pas hésiter, si vous avez déjà beaucoup d'expérience, à apporter la contradiction ou à ajouter votre grain de sel à ce que je dis. Et puis, c'est plutôt à la toute fin, donc la séance 12, la toute dernière, où on fera nos adieux, samedi, que je parlerai un peu des applications, notamment ce qui m'intéresse, c'est les applications pédagogiques. Okay, parce que, bon, on n'a pas besoin, pour un projet sur la langue globale, d'avoir 30 projets de lexicographie. Il vaut mieux en avoir un ou deux très poussés, etc. Et après, on peut avoir des sous-projets, des projets sur des terminologies ou des vocabulaires importants pour faire avancer les choses. Par contre, la définition, notamment, on en a besoin tous les jours à partir du moment où on est un langagier ou une langagière. Bon, alors on parle toujours je vais montrer un cas d'une très bonne définition ou de deux, vraiment des très bonnes définitions, mais il y a le cas classique, l'exemple qu'on cite toujours, où il y a une erreur qui là est fatale. Ça veut dire même si les définitions sont très bonnes, à partir du moment où il y a cette erreur, en théorie, il ne faudrait pas attendre 2 secondes avant de corriger la chose, parce que ça ne se fait pas. C'est une erreur logique qui vient du fait de qu'est-ce que c'est que définir. Pour tous les dictionnaires, en fait, le but, c'est quand même une définition analytique. Ça veut dire on définit un terme avec des termes plus simples. Okay ? Et donc, en théorie, si je définis le terme L1 avec le terme L2, ben, si L2 est plus simple, il ne peut pas se définir à partir de L1. C'est une impossibilité logique. Sauf qu'il y a des cas où on ne peut pas faire autrement. Donc, ce n'est pas vraiment une analyse. Mais par exemple, définir œil sans parler de voir et définir voir sans parler de œil, ça ne marche pas très bien. Donc, il y a des cas qu'on connaît où on doit accepter ce genre de choses. Mais ici, donc, par exemple, j'aime bien cette définition de banane. On aura l'occasion, je pense, quand on va approfondir les structures de définition, de revenir dessus. Elle est assez bien faite parce que, bon, elle est un peu pagailleuse parce qu'elle est très longue et c'est comme une longue séquence, un long syntagme nominal très très long. On a besoin de voir un peu mieux la structure. Mais au fond, elle fait, comme on dit au Québec, elle fait la job. Parce qu'au Québec, les anglicismes de ce genre-là sont au féminin. Donc en France, on dit un job. Donc si vous interagissez au Québec, on dit une job. Et pour beaucoup d'emprunts comme ça, c'est féminin, alors qu'en France, c'est masculin.
Donc ça fait la job, très bien. Mais il y a donc banane, fruits allongés, un peu incurvés, vert ou jaune, groupés en grappes dites régime sur le bananier et qui contient sous une peau épaisse aisée à détacher une pulpe. Alors là, on a déjà un problème. Okay, une pulpe amylacée. Qui sait ce que veut dire amylacée? Moi, avant de tomber sur cette définition, parce que je cherchais une définition, je ne le savais pas. Et donc, évidemment, c'est un terme. Le problème, c'est qu'on peut accepter que le contenu sémantique de amylacé soit dans la définition de banane, mais si on demande à quelqu'un de connaître banane, on ne peut pas présupposer qu'il connaît amylacé. Okay, donc, c'est un terme tellement technique qu'il ne faut absolument pas l'utiliser. Alors, amylacé, ça veut dire qui contient ou qui a la consistance de starch en français. L'amidon. Des fois, c'est le mot anglais qui vient plus vite. Donc, ça veut dire amylacé qui est fait d'amidon ou contient de l'amidon. Okay, d'ailleurs, personnellement, je ne suis pas absolument sûr que je parlerai d'amidon pour définir banane de toute façon. Okay, donc là, il y a un petit truc au niveau de ce dont on... Donc une pulpe nutritive et savoureuse de consistance fondante, en règle générale, quand même, pour plein de raisons, sur lesquelles on reviendra quand on comparera des définitions de fruits, elle me plaît bien parce qu'elle a des composantes qui sont en fait nécessaires. Les gens qui ont fait ça, on voit qu'ils avaient en réalité une sorte de logique et ils savaient pourquoi ils parlent de ça dans la définition de banane. Alors quand on n'a pas d'expérience, on dit définir banane, on n'a pas de ligne directrice, mais quand on a la technique, on sait, on peut avoir des lignes directrices et arriver avec une définition incomplète, mais qui a une logique de structuration et de contenu. Donc aujourd'hui, et ce matin et cet après-midi, on va commencer à voir qu'est-ce qu'on peut utiliser pour décider de comment structurer notre définition. Donc il y a des choses très très bien. Justement, une question que je me posais, c'est que donc fruits allongés, incurvés, vert ou jaune. Donc là, il parle de la peau, l'extérieur. Vert quand c'est pas mûr plutôt, et jaune quand c'est mûr. Il ne parle pas de la couleur à l'intérieur de la banane. Et donc ils ne disent pas qu'à l'intérieur c'est de couleur blanche ou claire, plutôt. Et ouais, mais bon, crème, tout ce qu'on veut dire. Moi, il me semble qu'il y a un contraste entre l'extérieur qui est jaune, mais en fait, je suis peut-être un peu contaminé, parce que par exemple, en anglais de Singapour, ou en anglais de l'Asie du Sud-Est, Hong Kong, etc., parce qu'il y a quasiment notamment de Hong Kong, je ne sais pas où ça en est maintenant, parce qu'Hong Kong, j'y suis pas retourné depuis que c'est retourné à la Chine, il y a beaucoup plus grosse présence du mandarin, etc. Avant, c'était vraiment anglais et cantonais, beaucoup. Et donc, il y a le terme banana en anglais de Singapour et en anglais de la région. Il y avait un sens métaphorique. When you say that someone is a banana, en fait, it's white inside and yellow outside, or yellow outside and white inside. Donc, c'est utilisé comme un terme un peu péjoratif pour des Chinois très occidentalisés. Mais ça existe pour les noix de coco aussi. Ici, pour les noix de coco, Les brown people who are white on the inside and brown. donc les Indiens très occidentalisés, vous les appelez des noix de coco. Coconuts. Des coconuts, ok. Donc ça, voilà, ça fait référence à ce qu'on considère comme des couleurs prototypiques de la peau, couleur brun foncé ou noir, et donc on prend la noix de coco, et pour... White as in they are Americans. So the culture. Yeah, Okay, sorry. brown outside and white inside. Donc c'est exactement le même principe de métaphore. Ça veut dire qu'en anglais indien, bon évidemment je ne pense pas qu'on oubliera, mais c'est absolument incontournable
d'insister ou de dire que, mais de toute façon pour la noix de coco, c'est peut-être plus marqué que pour la banane, puis il y a d'autres raisons pour le faire, mais de dire que l'extérieur est solide, dur et brun foncé, et que l'intérieur est blanc, et même très blanc. C'est pas comme la banane, c'est vraiment blanc, c'est pour ça que tu dis crème. Et ça va expliquer l'acception métaphorique. A coconut, X is a coconut. Et donc, brown outside, white inside, as if this person were a coconut. Okay? Et donc, c'est la même chose en anglais pour les Chinois, parlé essentiellement pour les Chinois d'Asie du Sud-Est, avec banana. Donc, on dit quelqu'un is a banana, yellow outside, but white inside. Donc, Chinese, but with living habits, ideology, etc. of the former colonial. Ce qui est intéressant, pour les deux fruits, il existe les autres métaphores aussi. Par exemple, une personne qui est un peu comme une noix de coco, c'est quelqu'un qui a une extérieur très dur, mais qui est plus sensible, doux à l'intérieur. Ah, ok. Et en anglais, on dit quelqu'un qui est bananas. Are you bananas? T'es fou, quoi. Oui. Donc, vous voyez. Oui, mais pour bananas, par exemple, je ne saurais pas expliquer. Pour moi, je n'ai pas de métaphore claire quand on dit someone is banana. Oui, mais ça existe. Oui, ça existe. Et je ne saurais pas quoi mettre dans la définition de banana pour expliquer ça. Par contre, il y a cette acception banana, mais c'est adjectival. Et c'est important. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette nouvelle extraordinaire de Salinger, A Perfect Day for Banana Fish, avec cette histoire des banana fish qui rentrent dans des nids de bananes qui se bourrent de bananes, puis à la fin ils sont trop gros pour sortir et ils attrapent de banana fever et ils meurent. Donc je pense qu'il parle de banana fish et tout un peu en référence, mais ça je ne saurais pas. Par contre, effectivement, donc par exemple, moi je ne conceptualise pas trop la noix de coco comme ayant un intérieur mou. Pour moi, c'est plutôt dur l'intérieur. Donc, s'il y a cette espèce de métaphore de someone is a coconut, parce qu'il est dur à l'extérieur et soft inside, il va falloir faire en sorte, parce que clairement, on dira quand même que l'intérieur de la noix de coco, en français, quand on définit noix de coco, on ne parle pas de l'objet, on parle de l'unité lexicale, on va dire une chair ferme et croquante, plutôt, pour expliquer plein de choses qui sont dérivées de noix de coco. Donc elle est bonne, on peut se poser des questions, etc. Mais quand on regarde après bananier, donc bananier qui est en fait, on a une sorte de fonction lexicale qui est à l'œuvre ici. Bananier, c'est l'endroit où poussent les noix de coco, où on trouve en un sens. Donc, on peut paraphraser en fonction lexicale, c'est le S-loc, l'endroit où les noix de coco commencent à apparaître, donc Inkep Fung 0, donc apparaître, se créer. Donc, c'est comme un S-loc de Inkep Fung 0. Et évidemment, on a ça très régulièrement pour tous les noms de fruits, etc., parce qu'on aura le nom d'arbre. Et très grande herbe vivace, donc là ils ont mis musacées, évidemment, des régions équatoriales aux feuilles immenses dont le fruit est la banane. Donc vous voyez immédiatement ici, c'est le problème bien connu. On a défini banane avec bananier, et quand on se reporte à bananier, bananier est défini par banane. Donc c'est le truc classique, c'est ce qu'on appelle un cercle vicieux, très connu. Et évidemment, c'est le péché ultime, il ne faut pas avoir ça. À moins qu'on ait décidé de l'avoir pour X raisons, et c'est très contrôlé. Mais là, il n'y a aucune raison d'utiliser bananier dans la définition de banane. Il faut dire que ça pousse sur un certain type d'arbuste, etc. Et puis, l'article lexicographique de banane doit avoir un pointeur de médiostructure, si on est dans un dictionnaire, ou un lien lexical direct, si on est dans un réseau lexical, vers bananier. Notez d'ailleurs que dans un réseau lexical, le problème ne se pose pas trop, parce que de toute façon, quand on va définir bananier, on va
parler de banane dans la définition de bananier. Donc la définition de bananier dans le réseau lexical tisse un lien vers banane de toute façon. Et quand on est dans un réseau, on peut exploiter aussi bien les liens sortants que les liens entrants. On peut même visualiser les liens entrants, etc. Donc si la connexion, il y a une connexion explicite de bananier à banane, dans un réseau lexical, ce n'est pas gênant. On peut visualiser les liens entrants, les liens sortants et les liens entrants, et un article lexicographique, même en format textuel, peut les présenter. Donc ça, c'est connu et c'est toujours cité, mais vous voyez déjà qu'en mentionnant, quand j'ai dit utiliser, amylacer, etc., on voit qu'il y a d'autres problèmes potentiels qui peuvent exister, mais ça, c'est le plus connu, et ça veut dire que c'est juste pas acceptable, mais la correction n'est pas dure à faire. Hein. Donc on peut assez facilement casser ce cercle vicieux et le corriger parce que par ailleurs, les deux définitions sont plutôt bonnes. OK ? Donc parce qu'il y a des définitions qui posent de tels problèmes qu'elles sont juste irrécupérables. N'est-ce pas, c'est plutôt une définition encyclopédique? Pourquoi fallait-il mentionner que dans la partie régime, etc., pour définir banane? Je ne comprends pas. Ah, d'abord, il ne fallait pas utiliser peut-être le terme régime, d'ailleurs ils le mettent entre guillemets, mais c'était important, à mon avis, de dire qu'elle pousse en grappe. C'est important parce que justement, ça nous laisse deviner qu'on a un terme pour ça, régime de banane. Donc ça, je ne crois pas que c'est encyclopédique. Parce que justement, comme régime de banane existe, il faut que la connexion soit naturelle. C'est pas simplement... En fait, c'est très difficile, surtout pour des termes comme les noms de fruits, etc., de distinguer ce qu'on va considérer comme encyclopédique ou non encyclopédique. Du point de vue de la lexicologie explicative et combinatoire et de beaucoup de lexicologie, lexicographie professionnelle, il faut qu'il y ait des indices linguistiques, donc de lexicalisation. Est-ce qu'il y a des lexicalisations là-dessus ? Et où est-ce qu'il y a de la phraséologie ? Donc, au niveau des fonctions lexicales, par exemple, on a la fonction lexicale paradigmatique qui s'appelle mult et qui veut dire ensemble de. Donc, c'est paradigmatique, normalement, ça ne devrait pas nous donner une colocation, mais ça donne souvent des colocations. Donc, l'exemple typique, c'est marin, un mult de marin, c'est un équipage. Donc, c'est équipage, pardon, c'est pas un équipage. Je ne peux pas passer des unités lexicales aux choses du monde. Donc, le mult de marin, c'est équipage. Là, on a un beau lien paradigmatique, parce que le lien est paradigmatique et la valeur est un dérivé sémantique. Okay ? Encore que, il va falloir voir, est-ce qu'on a différentes acceptions pour équipage d'un navire et équipage d'un avion, par exemple. Si on a des différences, c'est un vraiment dérivé sémantique pur. Cette acception d'équipage parlera d'ensemble de marins. Si on a équipage de Y et Y peuvent être différents types de véhicules, donc ce n'est pas un vrai dérivé sémantique puisque la définition de équipage ne contiendra pas marin. Mais imaginons que c'est le cas. Donc souvent, on va avoir un lien vers un dérivé sémantique, mais souvent on va avoir une colocation. Donc, exemple, le mult de loup, c'est meute ou horde. Mais dans le sens de meute ou horde, il n'y a pas loup. C'est en fait un colocatif, une meute de loups ou une horde de loups. Donc ça, c'est très connu en enseignement de la langue, dans toutes les langues. On fait faire ça aux enfants. Comment on appelle un ensemble d'eux ? En fait, c'est la fonction lexicale mult. Et donc, pour banane, il faut dire que mult, ensemble de bananes, c'est régime de... Donc, c'est une colocation. Hein. Donc, mon nœud, ce sera régime de banane. Ou je peux mettre régime si c'est une acception spéciale de régime. Parce que on a des régimes d'autres types de fruits, mais prototypiquement, c'est la banane. Donc peut-être qu'on peut définir régime avec banane en disant
grappes de fruits qui poussent sur la plante, typiquement des bananes. Ça ne me gênerait pas, et c'est pour ça aussi que je ne mettrai pas régime dans la définition de banane, pour ne pas faire un cercle vicieux. Et donc, ça, on voit qu'on a de la lexicalisation et de la phraséologie là-dessus. Du coup, c'est plus encyclopédique, c'est linguistique. Donc tout peut être encyclopédique d'un certain point de vue. Mais à partir du moment où on parle de quelque chose qui a à voir avec la structure du lexique de la langue, ben on est en train de faire une description et des connexions linguistiques. Par contre, une composante va être considérée comme encyclopédique si justement elle n'est pas supportée par de la lexicalisation et de la phraséologie. Donc, souvent, quand on parle de partie encyclopédique d'une définition, etc., et on la condamne, on dit ça a à voir avec les connaissances du monde, etc. Mais tout a à voir avec les connaissances du monde. Pour se détacher, etc., c'est la connaissance du monde. Et donc, pour le lexicologue, ou lexicographe, ou la personne qui explique le sens, l'idée, c'est de se laisser guider par la langue. C'est pourquoi, pour la même chose du monde, deux langues différentes peuvent arriver avec deux définitions très différentes. Parce que dans cette langue-là, il y a beaucoup de lexicalisation liée à ça, et dans cette langue-là, pas du tout. Donc, par exemple, en anglais, il y a la métaphore banana skin. C'est en fait quelque chose qui peut nous causer un problème et faire échouer notre truc. Et donc, on sait qu'au niveau de la peau de banane, on sait tous qu'une peau de banane, on peut glisser dessus et tomber. Mais si dans notre langue, il y a de la lexicalisation et de la phraséologie qui a à voir avec glisser sur une peau de banane, en français d'ailleurs, on peut métaphoriquement dire glisser sur une peau de banane, ça veut dire que ça devient, c'est plus conceptuel, c'est plus une connaissance du monde, ça devient lexical. Et c'est comme ça qu'il faut se laisser guider. Okay ? Et quand il y a une décision à prendre, est-ce que je mets ça ou pas dans la définition ? Est-ce que j'ai des évidences linguistiques au niveau de la lexicalisation et de la phraséologie qui fait que cette langue-là, le français, l'anglais, le marathi, me force à voir le sens de ce fruit comme ça. Il me force à voir le fruit, du coup, comme ça. Okay ? Typiquement, pour un francophone ou un anglophone, une banane, c'est un truc qui peut faire qu'on va tomber, à cause de toute une chaîne de relations. C'est comme ça. Et peut-être qu'en marathi, on dit, c'est pas du tout le cas. Bon, déjà, les bananes régionales sont très petites, c'est ça. Donc, s'il y a une... C'est une autre espèce. C'est ça, c'est une autre espèce. Et donc, bon, à la limite, on peut penser que s'il y a une peau de banane par terre, on glisserait. J'en sais rien. Et donc, je ne sais pas. Mais pour décider, il faut regarder s'il y a de la lexicalisation et de la phraséologie. S'il n'y en a pas, c'est une connaissance du monde. S'il y en a, c'est plus une connaissance du monde, c'est une connaissance de la langue. Donc ça, c'est très important. Même ici, cette erreur sera particulière au français, c'est ça? Quelle erreur? Bananier et banane. Parce que bananier devient banana tree en anglais. Oui, mais il faut savoir, est-ce qu'on fait une locution faible banana tree? J'en sais rien, je ne sais pas. Au lieu de bananier, si on disait sur son arbre. Sur un arbre, oui. Et d'ailleurs, il faut décider si on appelle ça un arbre ou un arbuste. Aussi, techniquement, au niveau des espèces végétales, je pense qu'un bananier, ce n'est pas considéré comme un arbre. Oui, c'est une plante parce que ça n'a pas de tronc. Donc, des gens qui sont un peu particuliers, ils ne voudront pas qu'on appelle ça un arbre. Bon, tout ça, c'est des, c'est des problèmes. Mais arbre, par exemple, a deux sens. Donc, il y a le sens non technique, où on pourra appeler cette plante un arbre, et le sens technique qui indique une espèce de végétal et tout. Et donc, il faudrait en théorie savoir sur quoi on pointe. Arbre 1 ou arbre 2, ou arbre 1.A ou arbre 1.2. Ouais, c'est curieux, hein, en marathi, on ne dit pas arbre de banane,
soit on dit kunta, keritsa kunta, ou bien on dit juste tiker. Ça veut dire littéralement. Kere, c'est banane. Uh-huh. Hein? Mais kere, c'est l'arbre de banane. Ouais. Ouais. Ou bien on dit kunta. Mais il n'y a pas de zhar. Zhar, c'est arbre. Oui. Kunta, c'est tronc. Hein? Mais Tronc, oui, mais on dit toujours pour mentionner cette. L'arbre entier. L'arbre entier, on dit kunta. oui, oui, mais parce qu'en fait, c'est ça comme type. Et pour les francophones, évidemment, comme de toute façon le bananier produisant des bananes n'existe pas vraiment dans la vie de tous les jours, le terme même de bananier, si on voit un bananier qu'on n'a jamais vu, on se dit « Oh, c'est un grand machin, il n'y a aucun problème de toute façon d'appeler ça un arbre ». Mais quand on vit dans un pays où on produit des bananes, ça peut changer aussi la lexicalisation et tout, parce que justement, et le fait qu'en anglais on dise banana tree, ça montre, d'ailleurs dans toute définition, en anglais ou en français, donc de banane ou banana, il faut indiquer dans la définition que c'est un fruit d'ailleurs. Donc on peut faire pousser des bananes en France, ou même en Angleterre, j'imagine, on fait même du vin en Angleterre. Mais il y a des tas de choses avec banane qui, quand on parle des fruits exotiques, par exemple, ou des choses comme ça, qui fait que c'est un fruit d'ailleurs. Pas juste pour des raisons encyclopédiques, justement, mais c'est sûr qu'on va trouver donc une bonne définition de banane, il faut dire, pour banane en français, de France, que c'est un fruit d'ailleurs, et pas pour des raisons encyclopédiques, pour des raisons linguistiques. Je ne peux pas arriver avec des tas d'évidences, là comme ça j'en ai pas, mais c'est l'hypothèse sur laquelle il faut partir. Parce que... Banana tree, en fait, je sais qu'en Afrique, dans la littérature fiction, en Afrique, on dit banana plant, banana plantation, on ne dit pas banana tree. Oui, c'est ce qui est énorme. Et on sait que ce n'est pas un arbre. Oui, c'est dans ce sens-là. Oui. Oui. Ok. Je vois là, par contre, quand tu dis et que, c'est aussi une question de genre. Parce que dès que c'est neutre, et ticker is the plant. Oui, So, le genre, c'est ça, le genre, ouais. Ça va dériver Vous avez 3 genres, masculin, féminin, neutre. oui. J'aime quand il y a 3 genres. Ok. Donc, regardons le problème de la définition lexicale, et je dis lexicale, pas nécessairement lexicographique, donc parce qu'il y a toujours cette idée, si on dit définition lexicographique, ça veut dire dans un contexte de lexicographie. Et si je dis définition lexicale, c'est dans un contexte plus vaste. Les principes peuvent être les mêmes, exactement les mêmes même. Mais en disant lexical, je veux dire, ça ne concerne pas seulement les gens qui font des dictionnaires. Ça concerne les enseignants de langue, ça concerne les parents qui répondent à des questions de leurs enfants, etc. Donc, quand je dis lexicographique, je suis au niveau plutôt des principes fondateurs vis-à-vis de la modélisation. Mais quand en réalité, ce qui m'intéresse, c'est de passer le message que c'est la définition, aussi l'activité de définition qui peut être une activité de la vie de tous les jours. Il vaut mieux dire à ce moment-là définition lexicale. C'est un peu la nuance qu'on peut avoir. Donc c'est ça. Pourquoi lexicale? Parce que justement, définir, c'est une activité de tous les jours. On va travailler un peu sur susurrer, parce que c'est bon susurrer comme verbe. C'est normal que quelqu'un vous demande qu'est-ce que ça veut dire susurrer. Ah, peut-être d'ailleurs parmi vous, il y a des gens qui savent pas, qui connaissent pas ce verbe. Parce que c'est quand même un verbe assez connu du français. Je pense que... Susurrer, non. Hein. Mais par exemple, même avec mes étudiants de sciences du langage de première année, deuxième ou troisième année, francophones vraiment, même monolingues, ils pourront avoir susurré comme un mot comme ça qu'ils ont dans leur oreille, comme ça, ils l'entendent, mais ils ne sauraient pas vraiment le définir. Ou bien carrément, ils vont dire « je ne connais pas ». Pour moi, par exemple,
j'ai du mal à imaginer qu'on puisse pas, si on est francophone, en plus on est en sciences du langage, donc en théorie on doit lire quand même un petit peu, j'ai du mal à imaginer qu'on ne connaisse pas. Par exemple, peut-être qu'on l'emploie pas avec précision, mais c'est quand même un terme non technique C'est une onomatopée, n'est-ce pas? Ah ben, il y a quelque chose comme ça, et on va justement voir. Parce que pour moi, j'ai juste devine, et c'était exactement ça. Oui, parce que Onomatopée, oui, il est un peu iconique comme signe linguistique. Okay, c'est pas vrai onomatopée, mais c'est une sorte d'idéophone en même temps. Oui. Donc, c'est tout à fait normal que parmi vous, ou votre fille, votre fils, ou n'importe quoi, vous dites qu'est-ce que ça veut dire susurrer. Ou dire c'est quoi susurrer, ou qu'est-ce que ça veut dire susurrer. Et donc, là, la question, qu'est-ce que ça veut dire susurrer, c'est une question qui vous oriente vers la bonne réponse, puisqu'on vous parle d'un mot. Donc, c'est une discussion métalinguistique qui s'engage. Et donc, vous pouvez répondre par une définition. Si on vous dit c'est quoi susurrer, vous êtes poussé à ne pas répondre par une définition, mais à dire oh mais c'est quand tu sais, blablabla. Donc, de mettre en place une situation du monde où quelqu'un va le dire, ce qui n'est pas ce que nous, on veut. Même quand vous avez une question du genre c'est quoi susurrer ou c'est quoi un, il faut la réorienter vers la discussion du mot. Parce que si vous répondez par une définition et vous paraphrasez le mot, vous tissez le réseau lexical de la personne. Si vous parlez des choses du monde, vous n'êtes pas en train de parler du lexique. Et donc vous n'êtes pas en train de construire la connaissance lexicale de la personne véritablement. Vous focalisez sur un terme et vous le présentez et vous élaborez son explication de façon complètement autonome. Mais le lexique, c'est pas ça. Le lexique, c'est relationnel. Donc la seule bonne façon d'expliquer un sens d'unité lexicale, c'est de créer des liens. Et donc de fonctionner par une définition, plutôt que... Et même si ce serait très facile de même montrer la chose, si qu'est-ce que c'est qu'une chaise? Ben une chaise, c'est ça. Mais ça, c'est pas métalinguistique et ça aide pas la personne à construire son lexique. La définition, oui. Donc quand on vous dit, si la définition elle est comme ça, elle vous oriente bien, sinon il faut la remettre sur on me demande le sens d'un terme. Okay? On ne me demande pas de parler d'une chose ou d'un fait. Et donc quand on dit ça veut dire, et puis on dit quelque chose, là on propose une définition lexicale. Et plus on est entraîné à définir, mieux notre explication sera. Okay? Donc ce ça veut dire blablabla, c'est la définition. C'est quand blablabla, on ne parle pas de définition ici. C'est une forme d'explication en parlant de choses du monde. Okay? Donc il faut toujours avoir ce réflexe. Quand on doit expliquer le sens d'une unité lexicale, il faut partir sur la définition telle qu'on va la préciser, qui est toujours une paraphrase. Il faut paraphraser. Alors, donc, les dictionnaires le font. Le problème, c'est que elles ne sont pas toujours bonnes, les définitions. Et puis, dans les contextes normaux où ce genre de choses se produit, on ne va pas sortir un dictionnaire pour répondre. Okay? Si vous êtes le parent d'un enfant et vous parlez de votre langue, vous ne dites pas « attends » et puis là, ça veut dire. Et vous connaissez, je ne sais pas s'il y a la même chose dans votre culture, mais prototypiquement, le truc frustrant que les parents disaient aux enfants, c'était « va voir dans le dictionnaire ». Ce « va voir dans le dictionnaire », c'est un cliché linguistique. Je crois que je l'entends moins utilisé parce que on a moins... Mais avant, tout le monde avait son dictionnaire à la maison. Bon, maintenant, il y a des ressources lexicales, ce qui est malheureux parce qu'on se satisfait des fois de trucs qui ne sont pas des dictionnaires, mais qui sont ce qu'on pourrait appeler des index, donc qui donnent juste un synonyme ou éventuellement un équivalent de synonyme, c'est très malheureux. Mais typiquement, on disait « va voir dans le dictionnaire », soit parce qu'en tant que parent, on ne connaissait pas bien l'unité lexicale, ou on se sentait incapable d'expliquer le sens. Donc typiquement, ça veut dire quoi susurrer? Va voir dans le dictionnaire. Donc c'est
Donc évidemment, c'est un échec. En tant que parent, c'est un échec. Et c'est très important d'avoir cette capacité-là. C'est aussi important que de lui donner les bons conseils pour traverser la rue. Je ne sais pas quel conseil on donne à Pune pour un enfant pour traverser la rue. Peut-être de faire une prière avant de commencer. Je ne sais pas s'il y a vraiment une technique. Et encore à gauche et à droite, et encore à gauche et à droite. Et sois toujours prêt à changer ton algorithme en fonction de ce qui se passe. Je pense que c'est ça. Be on your toes, littéralement. Bon, et donc, c'est un échec. Bon, mais c'est vraiment un échec. Il y a des tas d'échecs qui peuvent se produire. Et je prends l'exemple des parents parce que, bon, beaucoup d'entre vous, vous avez des enfants, ou beaucoup vous en aurez, ou vous vous occuperez d'enfants, et vous voulez établir une bonne relation, vous voulez... Quelque chose se passe. Et ça, c'est très important. Quelque chose ne se passe pas quand vous n'êtes pas capable de faire ça. L'enfant, il attend de vous que vous soyez capable de le faire. Et vraiment, il l'attend. Et si vous n'êtes pas capable, vous perdez quelque chose. Non, mais c'est vrai, j'en suis absolument convaincu. Et c'est très important pour un enfant que quand il pose cette question sur un mot, il obtient une réponse. Et il n'y a pas besoin d'aller vraiment à l'école pour apprendre en un sens. On peut apprendre d'autres manières à définir, mais bon, s'il y a une chose qu'on devrait enseigner, par exemple, dans les cours de français, au collège et au lycée, une des choses importantes, c'est apprendre à définir, parce qu'on en aura toujours besoin, et ça changera la vie, littéralement, la vôtre et celle des gens avec qui vous êtes. Donc c'est ça, il faut être capable, parce que ça arrive nécessairement. En dehors pour vous-même. Donc, ce qu'il faut décider, c'est qu'on doit prendre le contrôle. On doit être « you're in charge », comme dans ce film génial de Perfect Storm, Clooney, capitaine d'un navire de pêche, et il explique le feeling du capitaine quand le navire part. The guys are working at you're in charge. Et ça doit être exactement comme ça. Il faut être en contrôle, c'est vous les maîtres à bord et c'est vous qui allez définir. Vous n'avez pas besoin d'un dictionnaire, etc. Et ça, c'est super important. Donc, regardons susurrer dans le Larousse, qui a une définition qui n'est pas si mal. Et donc, dans l'article du Larousse, on va approfondir le sens de susurrer. Et là, on ne crée pas la définition parce que déjà... Justement, je présuppose que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas susurrer, ne l'utilisent pas, etc. Donc, en un sens, vous ne pouvez pas le définir. Donc, on part, mais pour les termes que vous connaissez et que vous utilisez, vu la qualité de votre français, vous devriez être capable de produire une définition, même si ce n'est pas votre langue maternelle. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le petit le Larousse? Dire quelque chose à quelqu'un à voix basse, dans un murmure, un chuchotement. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas une mauvaise définition, c'est pas une très bonne, c'est une définition qui est améliorable. Ok, et on va voir pourquoi. Donc maintenant, même si la définition, elle ne me satisfait pas, moi, elle a quelque chose dans son organisation et tout, qui fait que je pense que vous commencez à avoir une idée de ce que veut dire susurrer. Et l'idée que la définition vous donne correspond à peu près. Est-ce que c'est plus clair pour vous, ce que ça peut vouloir dire? Mais alors, je me demande quelle est leur définition de chuchoter, parce que si c'est presque... Exactement. Exactement. Et en fait, ils définissent un verbe, susurrer. Ils utilisent un nom, chuchotement. Ce serait peut-être plus sage de se dire, on a susurré, on a chuchoté. C'est quoi le rapport entre les deux? Est-ce que, donc c'est des quasi-synonymes, est-ce que c'est des synonymes à intersection? Et lequel, pas à inclusion, et lequel est inclus dans lequel, ou est-ce qu'ils sont à intersection? Donc, déjà, l'erreur ici, c'est que Pardon? Je dirais que c'est la synonymie exacte, non? Non, je ne pense pas, mais on voit qu'on a aussi murmure, et on a le verbe murmurer.
Donc en fait, notre problème, c'est qu'il y a, pas notre problème, mais la solution, c'est de dire on a 3 verbes ici. Bon, on a dire aussi, mais on a on a susurrer, on a dire, on a murmurer et chuchoter. On doit résoudre ce problème-là. Bon, dire, on voit que c'est beaucoup plus simple, ok? Mais murmurer, chuchoter, susurrer, ils sont très proches. Et donc, il faut faire attention. Oui. Et puisque c'est une façon particulière de prononcer, et il y a la partie prononciation, à côté, est-ce qu'il y a également la façon de susurrer déjà Non, là, si vous cliquez là, et ça va juste jouer susurrer, susurrer, c'est tout. Susurrer. Non, ça c'est chuchote. Là, tu chuchotes, susurrer. Mais je chuchote susurrer, mais alors en quoi justement il y a... Eh bien, moi, on va voir, mais la question est bonne, et je pense que je suis un peu d'accord avec toi, mais on va voir pourquoi. C'est pas mutuellement exclusif, chuchoter et susurrer. C'est pas mutuellement exclusif. Oui Pardon. Ah, c'était pas clair que ton geste, c'est que tu demandais la parole. Non, vas-y. Est-ce qu'il y a aussi l'élément de, par exemple, dire quelque chose à quelqu'un à voix basse pour que les autres n'entendent pas? Il y a un élément d'intention. Si on dit susurrer, on parle de dire quelque chose d'une certaine façon, mais il y a cette idée d'une sorte d'intention. Ok ? Pas nécessairement. Par exemple, je suis sur mon lit de mort, j'agonise, etc. Et je peux te chuchoter quelque chose, du genre la fonction lexicale simple. Donc, par contre, si je dis je suis sur mon lit de mort et tout, si je peux te susurrer, là, ça va pas. Parce que si je dis susurrer, c'est qu'en même temps, il y a une intention particulière. Est-ce que tu chuchoteras ou tu murmureras? Je peux murmurer et je peux chuchoter, mais il va falloir décider justement. Je peux te murmurer blabla et te chuchoter blabla, ça rajoute quelque chose, c'est-à-dire si je murmure, je peux parler tout à fait normalement, juste à voix basse. Mais il n'y a pas quelque chose au niveau de la qualité sonore de ce que je produis. Et donc, si je dis je lui murmurer, je ne suis pas nécessairement sur mon lit de mort, par exemple. Donc, le prêtre va te murmurer quelque chose à l'oreille, par exemple. Mais Murmurer, ça a plus un rapport avec le volume. uniquement avec le volume, uniquement. Chuchoter et susurrer, ça a à voir avec la qualité sonore de ton truc. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec la clarté? Ben, évidemment que si tu chuchotes ou tu susurres, comme il y a quelque chose à voir avec la qualité sonore, potentiellement, il y a, c'est plus difficile à percevoir. Mais bon, donc on s'approche en tout cas. Mais si, En anglais, on a aussi une moteur. Et là, oui. c'est encore, c'est vraiment quand c'est pas clair. Oui. Et Donc, murmurer n'a pas ça. non, pas du tout. On peut murmurer, je peux dire, il lui a très clairement murmuré à l'oreille, tu es un sale, pardon, je veux pas dire, un sale type. Et très clairement. Donc si on avait travaillé sur murmurer, par exemple, j'aurais pas pensé à mon lit de mort. J'aurais plutôt pensé, c'est ça, un prêtre qui murmure quelque chose, ou le vice-ministre qui murmure à l'oreille d'eux, etc. Mais dès que je pense à, en tout cas, chuchoter, là je peux penser à un truc comme ça. Ou quelqu'un qui a été opéré de la gorge, etc., il n'a plus vraiment ses cordes vocales qui fonctionnent, il va chuchoter quelque chose. Ok ? Susurrer, je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours l'impression qu'il y a quelque chose de subversif dedans. Ouais, exact. Il y a quelque chose au niveau des intentions. C'est très vague, mais il y a quelque chose au niveau des intentions, alors que chuchoter, il n'y a rien au niveau des intentions, c'est neutre. Ok ? Et susurrer ajoute quelque chose. On est sur la bonne voie, on est sur la piste.
Et effectivement, donc là, ils veulent parler de la qualité, de l'intensité sonore et peut-être de la qualité sonore, mais on ne sait pas trop parce que ce n'est pas absolument clair au niveau de pourquoi ils utilisent le nom chuchotement déjà. Donc, on met ça on the back burner, ou on le met sur la glace. Un peu de phraséologie québécoise. Donc on le met sur la glace, on va le reprendre tout à l'heure. Et on va regarder donc qu'est-ce que c'est qu'une bonne définition. C'est fun les définitions quand même. Hein. Donc regardons ce que c'est qu'une bonne définition. Donc, et sans honte, de façon absolument effrontée, je prétends vous dire qu'est-ce que c'est qu'une bonne définition. Évidemment, c'est parce que je pense que c'est beaucoup plus facile de procéder comme ça. Après, vous pouvez complètement démolir tout ce que j'ai dit et dire c'est pas du tout ça et faire vôtre. Mais comme j'y crois, je le fais pas comme si j'y croyais pas. Il semblerait que et tout, moi ça m'énerve. Quand on doute, et il faut dire j'ai un doute, mais si on doute pas, on a peut-être tort. Donc j'ai peut-être tort. Ne prenez pas mon ton et la façon dont je présente avec l'idée que je suis sûr d'avoir raison. Je pense avoir raison, donc je fais comme si j'avais raison. Donc ça doit être ce qu'on appelle, il y aura une définition analytique. Et la première chose, la plus importante, c'est que ça doit être une paraphrase. Le sens, c'est la paraphrase. C'est rien d'autre, si on parle du sens linguistique. En fait, en théorie sens-texte, on considère que le sens d'un terme ou d'un énoncé, c'est la seule propriété qu'il a en commun avec toutes ces paraphrases. Et il n'y a pas d'autre façon de caractériser le sens de façon rigoureuse, parce que le sens, c'est comme la grammaticalité ou la grammaticalité d'un énoncé. Si vous parlez une langue, vous en avez une perception immédiate de la paraphrase. Je vous donne 2 phrases, vous parlez le français, immédiatement, vous n'avez pas besoin d'analyser ces phrases. Bon, sauf si elles sont très longues, très compliquées. Je vous donne 2 phrases, vous pouvez me dire tout de suite, ouais, elles sont synonymes, c'est des paraphrases ou pas. Elles ont l'air parfaitement synonymes ou il doit y avoir une petite différence. Mais après, pour trouver la différence, il faut analyser. Mais immédiatement, vous pouvez dire c'est des paraphrases ou pas. Et là, c'est pareil. Donc, pour 2 unités lexicales, si vous parlez le français, vous pouvez dire ouais, ça veut dire exactement la même chose ou j'ai l'impression qu'il y a une différence, mais je ne sais pas trop. Mais en gros, c'est ça. Okay ? Donc, c'est quelque chose, ça fait partie de la compétence et de la connaissance linguistique. Cette perception immédiate. De la même façon que c'est grammatical ou agrammatical, vous dites non, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne marche pas la phrase. Et donc je ne sais pas pourquoi, mais oui, ça ne veut pas dire la même chose du tout, ou ça veut dire à peu près la même chose et tout. Donc la paraphrase, c'est super important, et c'est pourquoi expliquer le sens, c'est le paraphraser. C'est tout. Et en paraphrasant, on tisse le réseau lexical, puisqu'on explique le sens d'une lexie en utilisant d'autres lexies. Okay ? Par contre, la paraphrase doit avoir certaines caractéristiques. Mais si votre définition n'est pas une paraphrase, alors que vous définissez une unité lexicale qui exprime un vrai sens lexical, elle n'est pas bonne. Du point de vue de la définition lexicale, ça veut dire que ce n'est pas une définition lexicale, c'est autre chose que vous faites. Peut-être très utile. Vous pouvez par exemple avoir une expression en logique formelle qui encode ce que vous considérez une explication du sens, qui sert à faire des calculs d'inférence, etc. Ça peut être très satisfaisant. Mais au niveau de la... C'est pas ce que vous demande un enfant quand il vous demande qu'est-ce que ça veut dire susurrer. Il vous demande une paraphrase en fait. Enfin, il attend une explication et la meilleure sera une paraphrase. Donc, la définition dans le Larousse, ça, c'est une paraphrase. Susurrer, équivalent, ou peut-être équivalent approximativement, à dire quelque chose à quelqu'un à voix basse dans un murmure, un chuchotement. Donc, il lui a susurré je t'aime. Il lui a dit « je t'aime » à voix basse dans un murmure, un chuchotement. Je peux remplacer « susurrer » par leur définition. Comme la définition n'est pas parfaite, la substitution n'est sûrement pas parfaite, mais c'est bien une paraphrase. Susurrer est un verbe, la définition c'est un syntagme verbal. Donc
il y a des conditions aussi grammaticales pour que la définition soit bonne. Si vous définissez un nom, vous donnez un syntagme nominal. Si vous définissez un verbe, ben vous donnez un syntagme verbal. Ou bien vous définissez le verbe comme une phrase. X sur Y à Z. Et donc votre définition, ça va être une phrase. Donc ça, il faut faire très attention au niveau des parties du discours de la définition. La partie du discours de la définition doit être la même que la partie du discours de l'unité que vous définissez, puisque ça doit être une paraphrase. Et un nom ne peut pas être une paraphrase d'un verbe. Il faut faire quelque chose. Donc ça, pas besoin d'aller à l'école, même de savoir ce qu'est un nom, un verbe, pour comprendre ça. Instinctivement, quelqu'un qui sait bien définir instinctivement, il va faire la chose comme ça. Il va paraphraser, donc il va utiliser quelque chose qui a la même valeur grammaticale, la même position syntaxique dans la phrase. Tu me dis quand le thé est là et qu'il faut arrêter, puisque je vois qu'il est midi. La deuxième chose, donc ça doit être une paraphrase. Première chose. Donc ça, c'est pas difficile. Si c'est une paraphrase, c'est bon. Si c'est pas une paraphrase, c'est pas bon. Encore une fois, vous pouvez ne pas être d'accord et dire non, moi je veux pas que mes définitions soient des paraphrases. Je veux expliquer à mon enfant le sens avec un truc qui n'est pas une paraphrase. C'est votre droit. Vous théorisez la définition comme vous voulez. Ensuite, ça doit être une paraphrase qui utilise des sens plus simples. Donc des sens qui sont contenus à l'intérieur du sens de l'unité que vous définissez. Donc par exemple, si je dis « il lui a susurré je t'aime », j'ai dit « dire ». Parce que susurrer, c'est dire. C'est comme... OK ? Et je l'ai dit. Donc ça, j'ai utilisé « dire ». C'est implicite parce que c'est encapsulé dans le sens de susurrer, mais c'est là. Et « dire » est sémantiquement plus simple que « susurrer ». Pourquoi ? Ben parce que quand je vais vouloir définir « dire », je ne vais pas avoir besoin d'utiliser « susurrer ». OK ? Donc, dire est à l'intérieur, il est plus simple. Donc, je suis en train de faire une analyse. Une analyse de quelque chose, c'est notamment une décomposition, une identification du contenu en termes d'éléments plus simples. L'analyse est toujours en termes d'éléments plus simples. Si vous analysez en termes d'éléments plus complexes, ce n'est pas une analyse. C'est pour ça qu'on ne veut pas des cercles vicieux, parce que les cercles vicieux, quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas une analyse. On ne peut pas expliquer le sens de quelque chose avec un sens qui contient lui-même la chose que vous expliquez. Donc c'est comme une analyse en chimie, une analyse en n'importe quoi. Okay, donc une paraphrase, premièrement, en termes d'unité lexicale, donc de sens plus simple. Ça doit vous guider, vous devez vous assurer que dès que vous utilisez quelque chose, un terme dans votre définition, il faut qu'il soit plus simple. Si potentiellement il y a des risques qu'il soit plus complexe, il ne faut pas l'utiliser. OK. Et la définition aussi, donc ça remonte à Aristote, donc à l'organon dans les topiques d'Aristote. C'est bien de lire le texte, ça se lit bien et c'est pas mal foutu. Donc Aristote ne fait pas de la lexicologie, donc j'arrête là, puisque ça. Mais bon, je finis au moins ça. Si vous permettez, je finis. En plus, moi, ça ne me gêne pas parce que j'aime pas le thé brûlant. Soit, je sais que tu insistes, il faut qu'on le voit quand il est brûlant, mais bon. Il doit être structuré en deux parties. Et ça vient donc de l'organon d'Aristote, en fait, de la façon de mettre au jour le sens des notions qu'on utilise. Pour que quand on discute, on est sûr, quand on argumente les uns avec les autres, on est sûr de savoir de quoi on parle. Et quand on dit blabla, on parle du même blabla. Okay ? Donc, ce n'était pas de la lexicologie, de la lexicographie, mais en fait, c'était déjà une intuition de ça. Et ce n'était pas à des fins de faire un dictionnaire, mais à des fins de savoir de quoi on parle quand on parle. Okay ? Ce qui est la moindre des choses. Et donc, c'est en deux parties. Il y a une composante centrale. Il faut qu'il y ait une composante centrale, le terme technique étant genre prochain. OK, next gender en anglais. Et dans les traductions latines d'Aristote, on parlait du genus proximus, donc le genre prochain. Donc il y a une composante qui est le genre prochain. Donc dire quelque chose à quelqu'un, par exemple, c'est le genre prochain de la définition de susurrer.
Susurrer, c'est dire quelque chose à quelqu'un. Et puis, évidemment, c'est plus que ça. Mais la définition, on l'a bien structurée parce qu'elle a déjà un genre prochain. Et il y a une série de composantes qu'on peut appeler périphériques, le terme technique étant différence spécifique. On dit souvent en raccourci en latin ou en anglais differentiae, ok, donc les différences spécifiques. Donc c'est une définition par genre prochain et différence spécifique. Le genre prochain, donc c'est le genre prochain, donc dans une hiérarchie un peu hyperonymique, on va définir avec le genre qui est juste au-dessus. Pas, ok, on va définir susurrer avec dire, par exemple, dans leur et pas avec communiquer ou pas avec transmettre de l'information. C'est trop haut. Donc on prendra ce qu'il y a immédiatement au-dessus. Ok. Et les différences spécifiques. Donc avoir base dans un murmure, un chuchotement, c'est ça qu'ils ont voulu faire. Quand ils ont mis ça, ils ont voulu fournir les différences spécifiques. Donc différences spécifiques, pourquoi ce terme? Ça veut dire que d'une part, ces différences, elles nous disent la différence de sens entre le genre prochain et l'unité que vous définissez. Et aussi, pour toutes les unités qui ont le même genre prochain, ça permet de dire qu'est-ce qui est caractéristique de susurrer par rapport à des choses qui voudraient dire, mais qui ne sont pas susurrées. Si vous suivez ce patron-là, vous êtes bon. Bon dans le sens pas bon. Vous êtes vraiment bon, mais bon, vous savez, il y a un sens, on dit on est bon, c'est une locution. On est bon, ça veut dire on est bien parti, on est sur la bonne piste, on fait les choses comme il faut, on a des chances de réussir. Donc vous êtes bon, la locution vous êtes bon, ça veut dire vous êtes sur la bonne voie. Donc il y a des principes additionnels, et j'arrête à la fin de ce truc, il faut jamais... C'est préférable de ne pas définir une unité lexicale de façon isolée. Bon, ça, c'est difficile. Quand on nous pose une question, on doit répondre. On a du mal à faire ça. Mais si on a le temps d'y réfléchir, on prépare un cours de vocabulaire ou n'importe quoi, il faut prendre des paradigmes. Et il faut absolument passer par la structure actentielle. Donc, on ne définit jamais, et même si c'est une maman qui répond à son enfant, on ne définit jamais sans structure actentielle. On ne définit pas susurrer, on définit quelqu'un susurre quelque chose à quelqu'un. On pense à ça. Donc c'est absolument... Les notions que j'ai introduites au départ, on les rattrape ou elles nous rattrapent. La notion de prédicativité, un sens liant ou un sens autonome, indépendant. Donc définir susurrer... Bon, vous pouvez dire quelque chose dans votre tête, vous pouvez dire quelqu'un susurre quelque chose à quelqu'un. Pourquoi faire ça? Le mieux, le plus simple, le plus rapide, c'est X sur Y à Z. Ok? Donc, évidemment, à votre enfant de 4 ans, vous décidez, est-ce que vous employez des X ou des Y? Mais dans ce cas-là, si vous ne voulez pas utiliser des X et des Y, il ne faut pas dire il y a X personnes qui sont venues ou n'importe quoi. Donc, vous avez... X, Y et Z sont bannis de votre vocabulaire. Moi, à mon avis, c'est très simple, ça se comprend immédiatement. Un enfant de 3 ans peut le comprendre. C'est votre choix. Évidemment, si vous êtes enseignant en classe, c'est une décision pédagogique, stratégique. Mais avec votre enfant, si vous pouvez faire l'hypothèse qu'en lui disant X, Y et Z, ça va marcher. La deuxième ou la troisième fois qu'il entendra, ce sera compris. Et moi, je vous garantis que ce sera compris. Jamais il aura de question, de problème avec ça. Si vous ne l'avez jamais fait et d'un seul coup vous le faites, là il va y avoir... Il faut que tu dis des X et des Y. Mais bon, encore une fois, c'est votre choix. Personnellement, je pense que c'est mieux de le faire. Et donc, forme propositionnelle. Et ensuite, évidemment, il faut identifier clairement chacune des composantes. Il faut avoir une raison pour le faire. Mais si vous voyez, c'est comme un geste professionnel. Un vrai geste professionnel, si vous maîtrisez quelque chose manuellement. Bon, moi, par exemple, j'ai fait un bac de génie civil, j'ai jamais été capable d'enduire correctement un mur ou de le montrer, ou de le monter. Mais je sais que si, par exemple, on veut plâtrer un mur à la main, il y a un geste et il y a un début, et si on prend bien le début, la suite suit. Et là, c'est la même chose pour définir. Votre point de départ, c'est la forme propositionnelle et vous visez le genre prochain.
Si vous ne partez pas comme ça, ben, la suite ne va pas en découler. Donc le geste professionnel, enfin, ou le geste sachant de définition, c'est pas susurré, c'est X susurré Y à Z dans votre tête, et c'est susurré X susurré Y à Z, c'est X. Qu'est-ce qu'il fait X? Il dit. Il parle à Y, donc on veut un verbe comme ça. Et après, on va rajouter ce qui manque. Okay, mais si on part là-dessus, on part bien. Et c'est ça qui va vous permettre, en moins d'une seconde, la personne à qui vous répondez vous verra peut-être un peu calculé dans votre tête, mais c'est pas, vous n'avez pas passé 10 minutes à peser le pour et le contre. Et ça va être comme très fluide, l'interaction. Et c'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on veut. Prends une petite pause. Ok, donc une petite pause et...